Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je vous parle de Suisse aujourd'hui encore une fois, où je suis au centre d'une pandémie où un des deux centres médicaux qui sont dans mon voisinage direct a été contrôlé et fermé. Enfin, je crois qu'ils viennent de rouvrir parce que 100% de leur personnel était positif au Covid-19. Donc, l'autre centre de soins a 80% de tests positifs dans les tests qu'ils ont effectués. Ils n'ont pas testé tout le monde, mais ce que je dis simplement, c'est que dans Havre de Paix, notre région ici, notre belle région des montagnes suisses, est devenue un centre de la pandémie. C'est quasi gravissime. On revient un instant sur la source des informations. Moi, je passe entre 12 et 16 heures par jour à recevoir des informations, à vérifier des sources, à n'avoir jamais moins de 3 sources différentes pour vérifier qu'elles soient fiables avant d'en parler sur mes vidéos. Je n'ai pas le temps. Et les moyens techniques aujourd'hui de vous mettre tous les liens de ce que je fais en continu. Et j'en viens à une autre chose, c'est que vous ne pourrez pas, à titre personnel, faire l'économie d'aller vous renseigner sur des informations qui sont sur Internet, des informations qui sont dans le marché, que vous avez à votre disposition, qui sont retranscrites par des sites comme YouTube, Wikipédia, les sites des grandes universités. C'est vrai que moi, je vais plutôt sur les sites des universités américaines, parce que, voilà, c'est pas un parti pris, mais c'est parce qu'ils alimentent en continu les résultats de leur dernière découverte. Je ne m'étends pas trop dans les aspects techniques, j'en reçois beaucoup sur, par exemple, comment maîtriser la crise de cytokine potentiellement responsable dans les cas les plus graves du décès des patients. Je reçois beaucoup, on me parle d'une 50aine de vaccins qui sont à disposition, de mesures de traitement qui permettent de limiter les effets de ce type de crise. Mais je vais revenir sur les sources, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, j'allais dire, pour se dédouaner quelque part des craintes qu'ils ont, essayent de se réfugier dans les médias traditionnels ou dans les sources comme de grands instituts, comme l'OMS par exemple. Il faut savoir que l'OMS, avec le docteur Tedros à sa tête, qui est l'ex-ministre de la Santé d'Éthiopie, et d'après des gens avec lesquels je suis en correspondance et qui le connaissent à titre personnel, me disent que c'est un homme extraordinaire, qu'il est très humain, etc. Oui, j'en suis absolument convaincu. Je suis sûr qu'on ne l'a pas placé là sur la base de ses défauts, mais plutôt de ses qualités. Le fait est qu'aujourd'hui, il est à la tête d'un budget qui est de l'ordre de 3,5 milliards, 4 milliards. C'est difficile parce que c'est vrai que les sources d'informations quant au budget de l'OMS, c'est pas si facile à trouver en fait. Certains parlent de 4,4, d'autres de 3,7. Comment faire le tri? Mais c'est cet ordre de grandeur. Et le point que je veux faire, c'est que quand on est à la tête d'un budget pareil, eh bien, quand on en est le président, il est à peu près clair qu'on a des priorités administratives et de gestion qui sont très importantes. C'est un état de fait. Deuxième chose, quand on a été ministre de la Santé en Éthiopie, on est avant tout un politicien. Et les politiciens ont des contraintes politiques, non seulement au niveau de leurs priorités politiques, mais au niveau financier. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup à comprendre et à savoir que nos amis chinois investissent énormément en Afrique noire. Ils sont les premiers investisseurs qui soutiennent la croissance de l'Afrique noire et en particulier, pourquoi pas, de l'Éthiopie ou d'autres pays d'Afrique. Et quand on a ce type de contraintes, eh bien, on ne va pas mettre à mal la relation qu'on a en tant qu'ex-ministre d'un pays d'Afrique noire avec le premier investisseur. Donc c'est un conflit d'intérêts qui est majeur. Et c'est peut-être la raison pour laquelle des gens comme l'OMS se sont satisfaits de ne pas des chiffres donnés officiellement par le Parti communiste chinois, sans aller vérifier véritablement sur place les chiffres. Je parle du nombre de morts, du nombre de cas, de gens qui sont dans un état critique ou des gens qui ont récupéré.
Et l'OMS n'a pas accès au centre de la pandémie. Les journalistes ont été virés de Chine. Comment voulez-vous qu'on puisse donner du crédit, même que c'est une institution internationale qui est respectée, qui fait son travail, j'en suis sûr, avec des gens de qualité? Oui, mais les contraintes économiques et politiques font en sorte que, on doit mettre en doute les chiffres qui sont publiés, qui sont le reflet de ce que le Parti communiste chinois nous met à disposition. Donc, c'est juste un exemple. Puisque je parle de l'Afrique, j'aimerais revenir là-dessus un instant, parce que l'Afrique est un continent extraordinaire. Extraordinaire. Quand on est en Afrique, on sent l'origine de l'humanité. C'est absolument fabuleux. C'est un continent qui, pour des surfaces immenses, est intouché. Et si vous êtes humainement sensible, voyager en Afrique, être en contact avec les populations africaines, avec l'environnement, je parle de la nature, c'est quelque chose d'unique qu'on retrouve quasiment à aucun autre endroit. Néanmoins, au niveau de l'Afrique, les concentrations de population dans certains endroits est énorme, la concentration. Quand je dis énorme, c'est du même titre que ce qu'on trouve en Inde ou en Bangladesh, par exemple. Et soyons quand même clairs, malgré la beauté du continent, les services hospitaliers et les structures de santé sont quand même beaucoup moins développés que ce qu'on peut trouver dans le monde occidental. Ça veut dire que au moment où ils seront touchés, ça va être une vague de pandémie comme il est difficile même de l'imaginer aujourd'hui. Alors ils ont un avantage, c'est que l'Afrique est au soleil. Et ça me permet de répondre à une question qui revient souvent dans vos commentaires, c'est que est-ce que le virus est inactivé par la chaleur ou par les rayons ultraviolets, par le soleil? Alors c'est pas par la chaleur directement, quoique si vous montez la chaleur à plus de 80 degrés, à une température d'ébullition, il est bien clair que le virus SARS-CoV-2 n'y résistera pas. En revanche, ce qui le tue, ou plutôt ce qui déstructure le brin d'ARN responsable de la contamination au sein de vos cellules, va être déstructuré, si je peux le dire de cette façon, par les rayons UV. Donc ça veut dire que oui, l'Afrique a un petit avantage compétitif. Et le deuxième avantage compétitif, c'est qu'ils ont des populations jeunes ou relativement jeunes, ce qui va les aider énormément. Dans le sens que, avec des systèmes immunitaires plus efficaces que chez des populations plus âgées, on peut espérer que le nombre de cas asymptomatiques sera un peu plus élevé que les 80% qu'on observe ou les 60 à 80% qu'on observe dans nos pays occidentaux. Maintenant, néanmoins, leur système de santé sera complètement dépassé à une vitesse qu'on ne peut même pas imaginer. Et ce sera le même cas, si je peux me permettre de rebondir, dans des pays comme l'Inde, je ne sais pas, mais le Bangladesh. Le Bangladesh, où vous avez quand même une superficie du pays qui est 4 ou 4,3 fois plus petite que la France, mais qui abrite plus de 160 millions d'habitants. Donc vous avez une densité de population qui est de l'ordre de 1100 habitants au kilomètre carré. Comment voulez-vous organiser une distanciation sociale efficace dans des pays où vous avez une population, une densité de population à 1100 habitants ou un peu plus au kilomètre carré? C'est strictement illusoire. D'autant plus dans des pays comme l'Afrique ou comme l'Inde ou comme le Bangladesh, les gens ne peuvent pas faire des réserves de nourriture pour assurer une quarantaine stricte pendant 3 semaines, 1 mois, 50 ou 60 jours. Non, ça ne marchera pas. C'est impossible. Donc ça veut dire qu'on peut s'attendre dans des pays sur le continent africain ou en Inde ou au Bangladesh à littéralement une hécatombe. Alors encore une fois, si ça vous fait peur ou si vous pensez que j'ai un discours qui est anxiogène, c'est pas à cause de mon discours. C'est parce que vous n'êtes pas encore adapté à l'état de fait de ce qui est en train de nous arriver dessus. Je vais parler maintenant, et je dois le faire parce que voilà, je m'adresse finalement aux populations entre guillemets du monde entier. Et je prends l'exemple de la Suisse, qui est une très vieille démocratie. On avait une démocratie en 1291, à une période où les royautés régnaient en maître sur le continent européen, en Angleterre, enfin partout. Et donc on a des traditions de liberté qui font ma fierté quelque part, mais qui aujourd'hui
sont mises à mal, bien sûr, par les systèmes démocratiques, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais j'aimerais plutôt revenir sur l'information qui est donnée à l'ensemble des citoyens. Je regarde le journal de 19h30, parce que comme les Suisses se couchent tôt pour se lever tôt et travailler, le journal est à 19h30. Ce n'est pas un 20h comme en France, ou The 9 o'clock News comme on les a en Angleterre. Non, c'est un 19h30. Et je regarde ce qu'ils appellent des mesures drastiques et j'ai les conseillers fédéraux qui sont les 7 sages qui dirigent le pays. Nous avons un parlement bien entendu, mais nous avons 7 sages sur lesquels reposent in fine les décisions stratégiques qui protègent le peuple suisse, la nation, etc. Et ils sont régulièrement évidemment interviewés à l'heure actuelle dans le cadre des nouvelles du soir. Et je les entends nous dire qu'on reste prudent et attentif à comment cette vague va évoluer. Donc, j'entends bien, c'est très respectable, mais il suffit de regarder ce qui se passe en Italie avec quelques semaines d'avance sur nous pour se rendre compte que ça ne va pas par miracle aller beaucoup mieux parce qu'on a pris des mesures de distanciation sociale qui, je le rappelle, aujourd'hui laissent un bon 30% de la population se mouvoir à peu près comme ils veulent. On en est à... Je vois un des conseillers fédéraux qui nous explique qu'il faudrait mieux pas partir en vacances pendant la période de Pâques. Ça n'est pas du tout une interdiction. On recommande aux Suisses, et on compte sur leur civisme, qui est fabuleux. Le civisme des Suisses, c'est un exemple, je dirais, au niveau des populations de la planète. Certes, je suis sûr que 90% resteront chez eux, mais c'est pour vous illustrer que personne ne prend véritablement position. On en est à un point où les chantiers, par exemple, de la région du Tessin, qui est une région de la Suisse, ils font des pieds et des mains en demandant activement aux autorités fédérales de pouvoir fermer les chantiers. Et ils n'ont reçu l'autorisation d'avoir le droit de fermer les chantiers qu'hier. Mais attendez, c'est de la science-fiction. Enfin, excusez-moi, mais on recommande des mesures de distanciation sociale, mais alors on laisse les chantiers fonctionner, pas de problème. Si vous voulez partir en vacances, vous avez le droit de le faire, mais on vous recommande de ne pas le faire, ça évitera les bouchons, pour une petite boutade. Donc, ils nous disent qu'il faut rester tous ensemble, il faut rester concentrés, que c'est un marathon. Mais aujourd'hui, on attend de nos gouvernements des prises de position fermes qui protègent certes l'environnement économique, mais qui protègent les citoyens sans lesquels ça ne va pas le faire. Donc, je suis effaré par cette information telle qu'elle nous arrive aujourd'hui. Il nous parle d'un retour à la normale pour le 19 avril. Ça me fait penser à l'administration Trump qui est en train de se rendre compte aujourd'hui des erreurs majeures qu'ils ont commises en n'interdisant pas le festival, par exemple, de Mardi Gras. On voit une explosion des cas dans les endroits où des grandes manifestations, des regroupements humains importants se sont faits, qui est quelque chose qui va déboucher sur une catastrophe sanitaire. On le voit en partie à New York, avec pas loin de 50 000 cas à New York, tout seul aujourd'hui, des hôpitaux qui sont complètement débordés. Au-delà de l'absence de décision, qu'est-ce que ça dénote? Ça dénote finalement une sorte de mépris pour le personnel sanitaire, les médecins, les infirmiers et infirmières, enfin pour toutes les personnes qui aujourd'hui sont des guerriers qui vont au front. Quand vous êtes impliqué dans les services de santé, vous vous levez le matin, vous allez travailler, vous savez qu'à titre personnel, vous allez vous exposer, mais que vous allez exposer vos familles, vos enfants en revenant le soir. Dans beaucoup d'endroits, les gens qui sont dans des métiers de la santé dorment sur place, ne voient plus leurs enfants, mais rien que par respect pour ces gens-là. Mais arrêtez l'économie pour quelques semaines. Parce que, je rappelle une chose, la progression de la maladie suit une courbe dite exponentielle. Ça veut dire quoi? Imaginez un stade de football, style Maracana, plus de 100 000 personnes. Vous mettez une goutte d'eau au centre du stade à minuit. Et toutes les minutes, vous doublez la taille de la goutte d'eau. C'est-à-dire qu'à minuit 1, vous avez 2 gouttes d'eau. À minuit
3, vous avez 4 gouttes d'eau. À minuit 4, vous avez 8 gouttes d'eau. Eh bien, il vous faudra environ 12 heures pour remplir le stade. Donc imaginez un stade plein avec 100 000 personnes qui sont là. Ben, ce que vous devez comprendre, c'est qu'à 12 heures moins 7 minutes, tous les gens du stade sont là, regardent 50 cm d'eau au fond du stade, 50 cm. Mais dans 7 minutes, tout le monde est noyé. Parce que c'est à la fin de la partie exponentielle de la courbe que les dégâts se font. Donc le stade, en doublant la goutte d'eau toutes les minutes, va se remplir en environ 12 heures, 12 à 13 heures. Oui, mais 7 minutes avant qu'il soit plein, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Parce qu'il y a 50 cm d'eau au fond du stade. Une courbe exponentielle, c'est ça. Et c'est ce à quoi on est confronté, sans mesures de confinement et de quarantaine. Mais attendez, comment est-ce que nos personnels hospitaliers vont gérer la crise? Ça va être juste impossible. Et même si les raisons qu'on invoque sont bonnes, à savoir qu'on veut éviter de détruire l'économie, oui, mais le problème qu'on a, c'est qu'on a le choix entre deux options. Soit on met le pays en quarantaine stricte maintenant, et puis oui, on perd une partie de l'économie. C'est juste, les systèmes d'échange, des flux financiers, et tout ce que vous voulez, doivent s'arrêter. Oui, c'est un état de fait. Mais on va économiser des milliers de morts. Ou on prend ces mesures a posteriori parce qu'on essaye de mitiger, de garder l'économie en fonction le plus longtemps possible. Et ce qui va se passer, c'est qu'on devra prendre les décisions telles que celles qu'on devrait prendre aujourd'hui. Oui, mais on les prendra dans 3 semaines. Ça veut dire qu'on aura la responsabilité de milliers de morts en plus. Et en plus, de toute façon, on devra arrêter l'économie quand même. Donc, où est le choix? Je veux dire, il n'y a même pas de principe de précaution. Non, l'idée, c'est de faire juste maintenant, sans attendre que les dégâts soient irréversibles. Soyons quand même clairs. De plus, les plus grandes universités de Suisse aujourd'hui nous prévoient que d'ici jeudi prochain, nous n'aurons plus de lits. Nous n'aurons plus de lits en soins intensifs pour pouvoir hospitaliser les personnes qui doivent être intubées, donc sous respirateur artificiel. Alors vous me direz, bon, c'est pas trop grave, puisque les dernières statistiques qui nous viennent de Chine nous montrent que environ 80% des personnes qui doivent être intubées, malheureusement, succomberont. Un état de fait. C'est statistique. Encore une fois, ces chiffres sont disponibles, allez les chercher, vous les trouverez avec une assez grande facilité. Donc on en est à un stade où les gens, disons, sont dans une situation où les meilleurs spécialistes des universités vous disent quelque chose comme ça, oui, mais on n'en tient pas compte, on a des priorités économiques, et ça va être un désastre humain. Je reviens à la source des informations. Je regarde ici un article. Alors, je cite pas quel est l'article, je veux, parce que, voilà, je veux pas ridiculiser les gens, je veux pas être non constructif, il faut rester constructif. Ça vient de top universitaires, professeurs, universités, etc. A-t-on raison d'avoir peur? Cette peur est largement exagérée en Europe, à mon avis. Ça date un article qui date de 1 mois, qui nous dit que la peur est un phénomène tout à fait normal, mais il faut qu'elle soit adaptée par une attitude rationnelle. Oui, mais l'attitude rationnelle, c'est de comprendre ce que c'est qu'une courbe exponentielle. Enfin, j'entends, il faut quand même pas rêver. La peur, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, est une des fonctions émotionnelles de base de tous les organismes vivants dotés d'un cerveau évolué. La peur a sauvé la vie plusieurs fois par jour à toutes les espèces dotées d'un cerveau évolué. L'essentiel, c'est pas d'avoir une peur irrationnelle qui vous conduise au suicide, mais avoir peur, c'est votre capacité à vous adapter à un environnement qui change. Donc, je vois ce genre d'article, puis on vient entre guillemets, me reprocher de donner un avis qui est simplement la synthèse de l'ensemble de ce qui doit être dit. Écoutez, ça le fait pas. Je donnerai un exemple. On critique beaucoup la Russie. La Russie, surtout au niveau des médias américains. Le président Poutine a fermé sa frontière officiellement le 30 janvier. Et il a hésité quelques jours, mais rendez-vous compte d'une chose, c'est que le premier partenaire commercial de la Russie, c'est pas l'Europe. Non, c'est la Chine.
Donc, il a fermé sa frontière au premier partenaire commercial de son pays le 20 janvier. Et nous sommes le 28 mars. Donc, avec 2 mois d'avance quasiment sur nous. Et c'est pour ça que la Russie a relativement peu de cas. Ils seront touchés, mais ils seront capables de se préparer à l'arrivée de la pandémie qui, vraisemblablement, va quand même se faire, mais de façon beaucoup plus soft. Ça va être beaucoup plus gentil, ce sera beaucoup plus maîtrisable. Eh bien, ça montre que, malgré toutes les critiques qu'on peut faire à Vladimir Poutine et à l'organisation de la Russie, eh bien, ils ont pris les mesures qu'il fallait prendre avec un extrême courage politique, bien avant ce que les structures démocratiques peuvent vous proposer aujourd'hui. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je reviendrai bien entendu vous parler dans les heures qui viennent. Encore une fois, je remercie infiniment tous les auditeurs, tous les internautes qui prêtent attention à mes vidéos. J'essaye de faire au mieux pour qu'elles soient le plus utiles possible, qu'elles soient orientées dans le sens de ce qui vous est utile. Je vous remercie infiniment et à très bientôt. Paix à tous les citoyens de cette planète, paix à vous. Peace out.